Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler et de présenter ce travail qui effectivement remonte à un certain nombre d'années et cette collaboration assez extraordinaire que nous avons eue avec Alain Weil et avec d'autres. Donc, je vais essayer de vous parler de manière un peu chronologique de la manière dont on a découvert ce lien fort entre les progestatifs et les méningiomes. Encore une fois, c'est un processus qui a été relativement long, parfois un peu laborieux, mais avec un résultat tout à fait extraordinaire, enfin en tout cas une découverte assez extraordinaire comme ça a été souligné lors de l'introduction. Donc, sur les méningiomes d'abord, les méningiomes, c'est un sujet important dans ma spécialité, la neurochirurgie, parce que c'est la tumeur la plus fréquente du système nerveux central. Donc, c'est une partie importante de notre activité en tant que neurochirurgien. C'est des tumeurs le plus souvent bénignes sur le plan histologique, avec 70-80% de ces lésions qui sont classées de grade 1 selon la classification de l'OMS. C'est une pathologie extrêmement hétérogène parce qu'il n'y a pas de comparaison entre un méningiome de la base du crâne qui est situé sous le cerveau, par exemple, et qui pose des problèmes chirurgico-techniques très compliqués pour l'extirper, et un méningiome de la convexité dans des zones peu fonctionnelles qui est globalement assez simple à traiter. C'est aussi très variable en termes de présentation clinique, puisqu'à peu près tous les symptômes neurologiques peuvent exister en fonction de la localisation de ces méningiomes et de la zone cérébrale sur laquelle ils exercent un effet de masse. La croissance est variable. Il y a des méningiomes qui évoluent extrêmement lentement, d'autres très rapidement. Et puis, on a de plus en plus de découvertes fortuites. Donc, c'est une pathologie qui est plus fréquente chez la femme. C'est bien connu. C'est à peu près 2,5 femmes pour un homme, variable en fonction des publications et des études épidémiologiques. Ça augmente clairement avec l'âge. Les facteurs de risque, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'exposition aux radiations ionisantes. On voit ça chez des adultes qui ont été irradiés dans l'enfance. C'est ce qu'on appelle des méningiomes radio-induits. La neurofibromatose de type 2, les patients font des méningiomes de manière assez fréquente et en nombre important. Et puis, l'exposition au progestatif qui est devenu un facteur de risque réel, clair, prouvé. Et nos études ont participé à ça. Le traitement, beaucoup de ces méningiomes sont d'abord surveillés parce qu'encore une fois, ils sont parfois découverts de manière fortuite ou alors très peu symptomatiques. Et donc, comme ça pousse lentement, c'est une lésion qui mérite d'être surveillée. Le traitement actif, c'est d'abord la chirurgie, éventuellement la radiothérapie en fonction de la localisation, en fonction de la possibilité ou non de l'extirper, de l'enlever par la chirurgie sans risque de séquelles trop importantes. Donc ça, c'est un méningiome de la base du crâne. La convexité crânienne a été retirée, puis vous voyez que ce méningiome est attaché à la dure mère qui entoure le cerveau et donc qui est plaqué à la face interne de la convexité. Ça exerce un effet de masse sur le cerveau et c'est ça qui cause les symptômes. On a aussi des méningiomes qui sont situés sous le cerveau. Ça, c'est une vue supérieure du cerveau et de la base du crâne. Et ces méningiomes sont là sur la base. Donc, ceux-là sont bien sûr beaucoup plus compliqués à traiter parce que le cerveau, ce n'est pas une structure qu'on peut écarter, enlever, comme je viens de le faire sur ce petit montage. Et donc, l'accès est difficile. Les chirurgies sont très complexes. Là, vous avez des exemples de méningiomes. Ça, c'est un méningiome de la base du crâne. Ça peut être des lésions très volumineuses. Et vous voyez que ça, c'est bien que ce soit une pathologie bénigne, c'est une pathologie extrêmement grave en termes de risque potentiel pour le patient par l'intervention chirurgicale qui, sur une masse de ce type-là, est indispensable. On ne peut pas traiter un méningiome de ce type-là simplement par de la radiothérapie. Là, vous avez des images d'autres petits méningiomes. Ça, c'est un méningiome qui est situé sur la faux du cerveau, donc entre les deux hémisphères.
Là, un méningiome de la convexité frontale, si on est amené à traiter ce méningiome parce qu'il augmente de taille, c'est une chirurgie très simple à faire et ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on fait un petit volet et puis on retire ce méningiome qui, généralement, lorsqu'il est petit, n'adhère pas au cerveau. Par contre, là, méningiome de la convexité, même si c'est de la convexité, beaucoup plus compliqué à opérer et à traiter puisque les rapports avec le cerveau sont beaucoup plus étroits. Le lien entre les progestatifs et les méningiomes, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On sait ça parce que d'une part, les méningiomes sont plus fréquents chez les femmes. On sait que les méningiomes, leur croissance peut s'accélérer pendant une grossesse, par exemple. Et il arrive parfois d'opérer en urgence des femmes enceintes pas très loin du terme parce qu'elles ont développé des symptômes rapides dus à la croissance rapide du méningiome. On sait que les femmes peuvent avoir des symptômes pendant la phase lutéale, par exemple des maux de tête qui augmentent. Il y a quelques cas décrits de décroissance juste après l'accouchement. L'association avec le cancer du sein, l'endométriose, les fibromes utérins, c'est quelque chose qui plane, pas tout à fait prouvé, mais il y a probablement un terrain relativement similaire. Et les méningiomes, beaucoup de méningiomes, en particulier les méningiomes bénins, expriment assez fortement les récepteurs à la progestérone. Les récepteurs à la progestérone sont un facteur pronostic relativement important dans ces méningiomes. Quand il y a une expression des récepteurs à la progestérone forte, eh ben, c'est plutôt de bons pronostics. Les études épidémiologiques, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup pendant de nombreuses années et elles ont été assez controversées dans le sens où elles n'ont pas permis de conclure sur le lien entre les progestatifs exogènes, les traitements substitutifs de la ménopause et les contraceptifs oraux. Donc, on savait qu'il y avait un lien, mais les études épidémiologiques qui ont été réalisées n'avaient pas permis de montrer, de prouver ce lien de manière très claire. Et il y en a eu beaucoup de ces publications. La raison pour laquelle ça n'a pas permis de prouver un lien, c'est parce que dans ces publications, souvent, les traitements étaient mélangés les traitements substitutifs de la ménopause et les contraceptifs oraux, avec des indications très variables. On mélangeait également les utilisateurs actuels des utilisateurs passés. Et on sait qu'à l'arrêt de ces progestatifs, le risque de développer un méningiome diminue rapidement. C'est ce qu'on a montré dans les études réalisées avec Alain Weil. Il y avait également un mélange important des types de médicaments et de contraceptifs. On sait aujourd'hui que le risque de développer un méningiome varie en fonction du type de progestatif. Ces études ont été réalisées dans des pays où les usages de ces progestatifs sont très différents. Par exemple, en Angleterre, l'acétate du cyprotérone n'est pas utilisé à haute dose. Donc, les études qui ont été faites là-bas n'ont pas montré les mêmes choses que les études faites en France où l'acétate de cyprotérone était utilisé à des doses beaucoup plus élevées. La première étude qu'on a publiée sur ce sujet date de 2007. C'est une étude que j'ai présentée avec l'équipe avec laquelle j'étais à l'époque, c'est-à-dire l'équipe du service de neurochirurgie de Strasbourg. Et elle a reposé sur une histoire toute simple qui a consisté à voir en consultation deux patientes successives que j'avais traitées pour des méningiomes multiples et qui m'ont dit au moment de la consultation qu'elles prenaient de l'acétate de cyprotérone. Donc, cette histoire a commencé simplement par un interrogatoire et une information donnée par les patientes qui m'ont mis la puce à l'oreille. À partir de là, on s'est intéressé à ce médicament et on a essayé de regarder dans le service les méningiomes et les patientes qui prenaient de l'acétate de cyprotérone. Et après avoir collecté quelques patientes, on s'est aperçu que d'une part, sous ce traitement, la croissance de ces méningiomes était relativement importante, ils étaient souvent multiples, et à l'arrêt du médicament, on constatait une stabilisation de ces méningiomes. Donc, ça nous a fait conclure qu'effectivement, il y avait possiblement un lien entre ces méningiomes et l'acétate de cyprotérone. Ils étaient préférentiellement localisés sur l'étage antérieur de la base du crâne. Donc, ça nous a fait penser que peut-être on était face à une entité particulière chez ces patientes. Au même moment,
cette équipe a publié dans New England ce case report d'un patient transsexuel qui prenait des doses assez importantes d'acétate de cyprotérone et qui a vu se développer en moins de 3 ans un très volumineux méningiome olfactif que vous voyez là sur l'image. C'est une croissance extrêmement rapide et tout à fait inhabituelle pour un méningiome. Ce qui manquait dans cette observation et ce que nous, on avait pu mettre en évidence, c'est ce qui se passait à l'arrêt du médicament. Mais probablement qu'à l'arrêt du traitement chez ce patient, on aurait constaté une décroissance du méningiome. Il me semble que ce méningiome a été opéré chez ce patient. On a publié un article équivalent, un abstract équivalent au Congrès européen d'endocrinologie l'année suivante, qui reprenait à peu près la même série avec un recul un peu plus important. Donc cet acétate de cyprotérone, c'est quoi? Ben, c'est un progestatif de synthèse avec une forte activité androgénique. Donc il est surtout utilisé quand il y a des signes d'hyperandrogénie. Les indications, les voilà, elles sont effectivement fortement liées à des symptômes liés à une hyperandrogénie. Lorsqu'on a mené ces études, on s'est aperçu que ce médicament était utilisé dans tout un cortège d'indications plus ou moins justifiées, en tout cas qui ne rentraient pas forcément dans le cadre précis des indications données de l'acétate de cyprotérone. Un petit peu plus tard, en 2010, on a publié le cas d'un premier patient transsexuel qui prenait des doses importantes d'acétate de cyprotérone, et ça pendant pas mal d'années, et qui a vu ses méningiomes augmenter de taille de façon importante, l'apparition d'un autre petit méningiome, et c'est un des premiers cas tout à fait clair de régression du méningiome à l'arrêt du traitement qui a été publié. Une étude espagnole l'année suivante s'est intéressée de manière un peu plus appuyée au lien entre acétate de cyprotérone et méningiome avec cette étude épidémiologique et a confirmé un lien très probable entre les deux avec, comme vous le voyez, un risque relatif de 11, donc assez significatif qui a confirmé nos soupçons sur ce médicament. L'année suivante, papier qui a montré exactement l'inverse, et ça a été un peu un pavé dans la mare dans nos recherches, parce que quand on a lu ce papier, on s'est dit, mais c'est pas possible, on ne parle pas de la même chose, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans les études, ou alors dans notre interprétation du phénomène. Le papier en question concluait qu'il n'y avait pas d'influence de l'acétate de cyprotérone sur les méningiomes, simplement une petite influence sur l'apparition de méningiomes chez l'homme, ce qui était un phénomène qu'on n'avait quasiment jamais observé dans nos études. Ce qui est un petit peu étonnant dans cette étude, mais c'est ce que j'ai dit au départ, c'est lié aussi aux différences d'usage dans les différents pays utilisateurs. Elle n'a porté que sur des doses relativement faibles d'acétate de cyprotérone, 2 mg par jour, ce qui correspond à des contraceptifs oraux. Et effectivement, à cette dose-là, le lien est très faible et donc la conclusion de l'article a été qu'il n'y avait pas de lien. La chose un petit peu particulière, c'est que effectivement, une bonne partie des auteurs étaient liés de près ou de loin à l'industrie pharmaceutique qui produisait ce médicament. Mes études se sont poursuivies ensuite à Paris parce que je suis venu travailler ici à Paris à l'hôpital Lariboisière et donc on a repris ce sujet du lien entre acétate de cyprotérone et méningiome et on a publié cette première série en 2015 de 12 patients qui prenaient de l'acétate de cyprotérone pour des indications variables. La plupart de ces patients avaient des méningiomes multiples et c'est une des caractéristiques de ces méningiomes liés à l'acétate de cyprotérone.
Comme vous le voyez ici, les indications sont multiples, mais quand même pas mal liées à de l'hyperandrogénie, mais pas seulement. Et la caractéristique de ces résultats, c'est que la quasi-totalité de ces patients ont vu leur méningiome régresser à l'arrêt du traitement. Et c'est l'information capitale parce que ça permet d'éviter une intervention chirurgicale chez ces patients. Intervention chirurgicale qui est d'autant plus à risque que ces méningiomes sont le plus souvent liés sur la base du crâne et donc ne peuvent être retirés, extirpés que par des interventions chirurgicales à haut risque. Ça, c'est un exemple d'un patient publié dans cet article où vous voyez ici un méningiome de la face postérieure du rocher, donc une chirurgie particulièrement complexe. Cette patiente prend de l'acétate de cyproterone. On voit que la croissance du méningiome est assez significative. À l'arrêt du médicament, décroissance excessivement rapide et je n'ai jamais eu à intervenir chez cette patiente. À la même période, un certain nombre d'équipes ont commencé à s'intéresser à ce phénomène et les publications se sont multipliées et il y a maintenant des dizaines d'articles qui montrent ce lien fort entre l'acétate de cyproterone et les méningiomes et surtout qui montrent des cas de régression. En voici quelques-uns. Ça, c'est l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, mais d'autres équipes françaises, surtout françaises, ont montré à peu près les mêmes choses depuis 2010-2011, des cas de méningiome qui régressent à l'arrêt de ces médicaments. Les cas les plus spectaculaires, les voici. Ça, c'est un cas de méningiome olfactif particulièrement gros, très symptomatique, une patiente qui a un syndrome frontal important, une baisse de l'acuité visuelle importante et une prise d'acétate de cyproterone depuis 30 ans. L'arrêt du médicament, on constate une régression rapide. En d'autres temps, ce méningiome aurait été probablement opéré de manière rapide, voire en urgence dans certaines situations. Là, ayant connaissance de ce lien fort, ayant connaissance de la régression rapide, on décide chez ce patient de donner la chance à l'arrêt du médicament. On arrête le médicament et on constate effectivement cette régression rapide avec une amélioration rapide également de l'acuité visuelle. Cette patiente n'a jamais été opérée. Ça, c'est probablement le cas le plus éloquent que j'ai été amené à voir de cette patiente qui a un méningiome extrêmement volumineux. Comme vous le voyez ici, elle était dans un état absolument catastrophique quand je l'ai vue en consultation la première fois, avec un syndrome frontal majeur, une quasi-cécité d'un côté. On arrête le médicament, la décroissance est rapide et là aussi, cette patiente n'a jamais été opérée. Si elle avait dû être opérée en 2017, ça aurait certainement eu des conséquences fonctionnelles majeures pour elle, étant donné la taille du méningiome et son irrégularité et ses relations complexes avec le cortex frontal. Suite à ces études menées à la Riboisière, nous avons pris contact avec l'équipe de la NSM et de la CNAM, et en particulier Alain Weil. Et Alain a assez rapidement adhéré à l'idée de ce lien, après avoir creusé un petit peu de son côté. Et on a commencé à essayer de monter une étude pour prouver ce lien, en tout cas passer de la suspicion à la preuve. Et donc ça, c'est vraiment le travail de Alain et de son équipe. On a été simplement un peu des consultants dans cette étude pour guider un petit peu la sélection des patients et l'identification des patients. Et ce travail a effectivement permis de prouver de manière définitive un lien très très fort entre l'acétate de cyproterone et les méningiomes et un effet dose particulièrement important et qui est également important pour expliquer le pourquoi de ne pas avoir pu prouver ce lien avant parce qu'il fallait suffisamment de données, des données suffisamment longues
dans les bases de données du SNDS pour pouvoir prouver ce lien. Si cette étude avait été faite avant, on n'aurait pas eu le recul suffisant, pas eu les années d'utilisation suffisantes pour prouver ce lien d'une manière aussi forte. L'étude a aussi confirmé la prédilection de ces méningiomes pour une certaine zone de la base du crâne, plutôt la base du crâne antérieure et la base du crâne moyenne, et a confirmé également la diminution du risque rapidement après l'arrêt de l'utilisation. Pour confirmer cela sur notre propre série de patients, on a regardé l'ensemble de notre database de patients avec des méningiomes utilisant l'acétate de cyprotérone et on a effectivement confirmé qu'à l'arrêt de l'acétate de cyprotérone, 91% des méningiomes se diminuent ou se stabilisent, à peu près 70% diminuent et 30% se stabilisent. Donc, un impact majeur dans nos pratiques quotidiennes, puisque depuis une quinzaine d'années, c'est devenu extrêmement rare pour nous d'opérer des patientes qui se présentent avec des méningiomes sous acétate de cyprotérone. Là, vous avez un déroulé de l'ensemble des localisations des méningiomes concernés par cette étude et vous voyez qu'ils sont principalement situés dans la partie antérieure de la convexité crânienne ou au niveau de la base du crâne antérieur. Ce lien avec l'acétate de cyprotérone, on le notait également avec d'autres progestatifs, en particulier l'ulutéran et le luténil, qui est quelque chose qu'on avait perçu depuis un certain nombre d'années également chez certaines patientes, moins fortement qu'avec l'acétate de cyprotérone. Mais on s'est naturellement intéressé à ces autres progestatifs, et ça, c'est un papier qui date de 2019 où on a publié le premier case report parlant d'un lien entre l'acétate de nomégestrol et les méningiomes. Il s'agissait d'une patiente tout à fait intéressante parce qu'elle est très révélatrice des problèmes de pratique que ça a généré, cette histoire sur l'acétate de cyprotérone. Elle prenait de l'acétate du cyprotérone pour un méningiome. On arrête l'acétate de cyprotérone. Le méningiome diminue. Le gynécologue propose de remplacer l'acétate de cyprotérone par de l'acétate de nomégestrol. Le méningiome réaugmente de taille. On arrête l'acétate de nomégestrol et le méningiome diminue. Des histoires comme ça, il y en a un certain nombre, on en voit un certain nombre en consultation et ça montre aussi que c'est pas seulement un médicament qui est lié au risque de méningiome, mais c'est dans la vie d'une femme la succession de prises de progestatifs, chacun avec un impact différent, plus ou moins important, mais c'est la succession d'expositions à des progestatifs qui génère au bout du compte le risque. Ça, c'est un article où on a publié effectivement 3 cas très similaires aux méningiomatoses multiples sous acétate de cyprotérone, avec également une régression du méningiome à l'arrêt du médicament, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Alain et son équipe ont mené d'autres études pour étudier ce lien dans ces autres progestatifs, l'acétate de nomégestrol, l'acétate de chlormadinol, pour confirmer également un lien relativement fort, un peu moins fort qu'avec l'acétate de cyprotérone, mais significatif. Il est vrai que chez ces patientes, on continue d'être amené à opérer des patientes qui ont pris du luténil et du lutéran pendant un certain nombre d'années avec des méningiomes parce que le méningiome régresse moins souvent que pour l'acétate de cyprotérone. L'équipe de la Pitié-Salpêtrière a récemment, ces dernières années, s'est intéressée aux aspects génétiques de ces méningiomes particuliers liés au progestatif. On sait depuis longtemps que le profil mutationnel de ces méningiomes est variable en fonction de la localisation de leur origine et ça a probablement une origine embryologique, c'est-à-dire la méninge a à la fois une origine mésodermique ou ectodermique et en fonction de ça, c'est des profils mutationnels qui sont différents. L'équipe de la Pitié-Salpêtrière de Michel Calamarines a fait des études tout à fait extraordinaires sur ce sujet
Et ils ont effectivement confirmé que ces méningiomes liés au progestatif ont un profil mutationnel particulier avec des mutations PI3KCA qui sont plus fréquentes que dans les autres types de méningiomes. Donc, on a caractérisé effectivement le type particulier de ces méningiomes. Là, c'est une patiente dont on a publié l'histoire il y a 2-3 ans avec un méningiome tout à fait extraordinaire. Elle a un méningiome de la petite aile du sphénoïde du côté gauche que vous voyez là sur cette image. Et il a deux composantes. Il y a une composante à l'arrêt de l'acétate de cyprotérone qui régresse de manière tout à fait significative, c'est la partie interne. Par contre, il y a une des composantes dans ce méningiome qui continue de grossir. C'est la seule patiente de ce type que l'on a identifié depuis une quinzaine d'années. On l'opère parce que la partie externe continue de grossir. On étudie le profil mutationnel dans les deux composantes du méningiome et on s'aperçoit que dans la partie qui régresse, on trouve la mutation PI3K et dans la partie qui progresse, on trouve la mutation du gène de la NF2. Donc, une confirmation de ce que l'équipe de la Pitié-Salpêtrière a montré. Je vais terminer sur progestatif et ostéoméningiome parce que c'est une des dernières études qu'on a menées sur ce sujet. Et là aussi, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre à quel point la compréhension de ce phénomène est de loin pas complète et il y a encore beaucoup de choses à explorer. Donc, les ostéoméningiomes, ce sont des méningiomes qui ont tendance, en plus de la partie charnue qui se développe vers le cerveau, de produire de l'os. On sait que ces ostéoméningiomes, ils ont une prédominance féminine beaucoup plus importante que les autres, avec à peu près 7,5 femmes pour un homme. L'expression des récepteurs à la progestérone est très importante et l'étude de Caroline Apra de la Pitié-Salpêtrière l'a montré. On s'est intéressé à ces patients dans le cadre de la prise de progestatifs et chez ces patients qui prennent des progestatifs et qui développent des ostéoméningiomes, à l'arrêt du médicament, on observe quoi? On observe que la partie charnue molle du méningiome diminue, comme on l'avait observé pour tous les méningiomes précédents. Par contre, la partie osseuse, pour une raison qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, continue de progresser. Donc, vous voyez ici deux exemples d'un ostéoméningiome. Un exemple ici d'un ostéoméningiome avec cette partie charnue blanche et cette partie osseuse qui est de l'os dur. À l'arrêt du médicament, la partie blanche charnue diminue de manière spectaculaire. Par contre, la bosse osseuse continue de progresser. Ça n'a pas tellement de conséquences cliniques et chirurgicales parce que dans l'immense majorité, on n'opère pas ces excroissances osseuses parce qu'elles ne sont pas une source de gêne en dehors d'une gêne esthétique, sauf pour les ostéoméningiomes sphéno-orbitaires où la partie osseuse peut comprimer le nerf optique et entraîner une baisse de l'acuité visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains de ces méningiomes ne vont pas être opérés pour une raison oncologique, c'est-à-dire pour enlever la tumeur, mais simplement pour décomprimer la structure nerveuse d'une partie osseuse qui continue de progresser, mais sans progression tumorale. On n'a pour l'instant pas d'explication à ce phénomène. Ça, c'est une patiente que j'ai vue récemment en consultation et c'est tout à fait extraordinaire parce que je pense que c'est un des cas les plus éloquents également que j'ai vu. Regardez cette bosse osseuse qui a grossi de manière très importante alors que la partie charnue a complètement disparu. Donc, le problème oncologique n'est plus un problème, mais le problème esthétique, cosmétique lié à la partie osseuse reste entier. Récemment, l'équipe d'Alain s'est intéressée à d'autres progestatifs et je termine là-dessus. Ils ont mis en évidence un lien assez fort entre la médroxyprogestérone et les méningiomes. C'est un médicament qui est très peu utilisé en France. C'est un contraceptif injectable, donc c'est une injection par mois. Pourquoi c'est extrêmement intéressant et pourquoi ça doit mobiliser notre énergie au maximum à partir de maintenant?
Ben parce que c'est un médicament qui est extrêmement utilisé dans le monde. 74-80 millions d'utilisatrices dans le monde, 2 millions d'utilisatrices aux États-Unis. Donc aux États-Unis, une équipe partenaire que l'on connaît bien à Pittsburgh a publié récemment cette série d'une quarantaine de patients où ils ont montré exactement la même chose que ce qu'on avait montré nous avec l'acétate de cyprotérone. Des méningiomes multiples, une localisation préférentielle sur la base du crâne, une régression à l'arrêt du traitement. C'est très intéressant au niveau mondial, encore une fois parce qu'il y a 80 millions d'utilisateurs, parce que c'est utilisé par un certain nombre de pays pour essayer de limiter un peu la natalité dans des pays à très forte natalité. Et ça, c'est un sujet de santé publique mondiale dont il faut s'emparer parce que ce sont aussi des pays où les ressources médicales sont très limitées et où les conséquences d'une intervention neurochirurgicale peuvent être beaucoup plus dramatiques que les conséquences d'une intervention neurochirurgicale dans un pays comme le nôtre. Donc, ça doit être, je crois, pour nous, l'étape suivante de notre combat, c'est-à-dire essayer de sensibiliser, d'aider au maximum ces pays à mettre en évidence ce lien et à mettre en évidence, en place les mesures de santé publique qui ont été mises en place en France par l'ANSM à la suite de ces découvertes. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie mon équipe à Paris, sans qui je n'aurais rien pu faire de tout cela. Je remercie mes maîtres à Strasbourg qui m'ont fait confiance à l'époque quand j'ai identifié ces 2 patients en consultation et qui m'ont dit « Fröhlich, il faut que tu creuses ». Et c'est ce que j'ai fait grâce à eux. Et je remercie Epiphar et la NSM. J'ai eu l'opportunité toutes ces années de travailler avec des personnes extraordinaires. Pour moi, ce n'a pas été une aventure pharmaco-épidémiologique, mais une aventure humaine avec les personnes que vous voyez sur cette photo, Alain Weil, Isabelle Yoljan, Sylvie Fontanelle, un petit groupe qui bataille depuis longtemps sur ce sujet. Et voilà, une aventure extraordinaire. Je remercie également les associations, l'association Amavea, qui, en parallèle de notre travail, fait un travail d'information aux patients tout à fait extraordinaire. Merci beaucoup.